Euh, je me présente, je suis Thierry Devancet, je dirige une division de Siemens à Lyon, Digital Industries, pardon. Pardon. Et je suis aussi très actif dans l'industrie du futur, représentant régional de l'Alliance Industrie du futur pour la partie automatisation. Sachant qu'en introduction, donc Siemens, historiquement, on fait beaucoup de choses, mais dans la division dans laquelle je travaille, est un leader mondial sur l'automatisation. Mais depuis maintenant une petite dizaine d'années, on a une très grande transformation et on a fait l'acquisition de beaucoup d'éditeurs logiciels. Donc historiquement, notre division automatisation vend à peu près 10 milliards d'euros mondialement d'automatisme par an. Et maintenant, depuis quelques années, donc, nous avons une division software qui fait partie de Digital Industries aussi et qui vend 5 milliards d'euros par an de logiciels. Donc c'est une très grande transformation pour nous. On est moins connus sur cette partie software, mais nous sommes maintenant un grand éditeur software. Donc, dernièrement, sur le premier slide, j'ai quelques supports. J'ai très peu de slides et je vais plutôt parler autour des slides. Et à tout moment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à interagir. Si j'ai bien compris, vous avez un micro pour intervenir. Donc, j'ai mis un titre ici, appliquer la digitalisation dans votre business, dans votre métier, qui est en fait le titre d'un cours Siemens que nous avons co-conçu avec un consultant et déployé pour transformer notre entreprise. Parce que même si je vous ai que quelques chiffres, donc excusez-moi, suivant la taille de votre entreprise, chez Siemens on est gros, donc tout de suite ça se traduit en milliards d'euros quand on parle dessous, mais on est aussi à taille humaine. D'ailleurs en France on est quand même beaucoup plus petit et on est aussi à taille humaine. Donc on a dû transformer notre entreprise et on a formé nos équipes dirigeantes, à peu près 30 000 personnes, autour d'un concept de transformation de son entreprise. Alors on a pris une initiative particulière en France, je pense qu'on est le seul pays à faire ça. On a racheté la licence de ce cours, c'est la partie que vous voyez ici, et à partir de maintenant, alors le premier cours était en mars, mais vous imaginez ce qui nous est arrivé, on n'a pas pu le faire. On fait la première session de ce cours le 22 septembre, dans nos locaux à Saint-Priest. Et alors c'est un cours qui peut accueillir une quarantaine de personnes. C'est un cours adapté à des dirigeants ou à des responsables de la transformation de l'entreprise, dans lequel on va parler d'un certain nombre de choses, de chaîne de valeur, d'innovation, de transformation de l'entreprise et aussi d'expérience technologique. Donc c'est une facette pour moi essentielle. Alors, si je vous expose mon parcours dans l'industrie du futur, on a commencé par parler de technologie. On a créé un référentiel technologique. On a voulu prouver au marché qu'il y avait une révolution industrielle. Et on y croit énormément. Le débat n'est pas là. Si ce n'est que, en quelques années, donc l'industrie du futur est née en 2015. L'Alliance pour l'industrie du futur est née en 2015. Le concept a été inventé, Industrie 4.0, en 2011. Donc on est quand même sur des choses récentes, mais de 2011 à 2020, on a quand même un petit peu d'expérience. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que, oui, il y a une révolution technologique, mais cette révolution, elle est extrêmement diffuse. Dans mon travail avec l'Alliance, j'ai même plus le chiffre en tête, mais je crois que la région a répertorié quelques milliers de fournisseurs de composants pour l'industrie du futur présents dans la région. Donc si on est sur l'Hexagone et puis si on est international, parce qu'on est bien sûr dans une innovation mondiale, on va avoir des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'acteurs capables de vous amener une technologie, on va dire labellisée Industrie 4.0, si on prend le langage mondial. Donc tout ça, ça crée une certaine confusion. Et finalement, on est arrivé à une idée qui est de se dire, oui, il y a une révolution, mais finalement, la révolution,
c'est peut-être pas en premier lieu la technologie. La révolution, c'est d'être capable de transformer sa relation client, de transformer éventuellement son business model et, plus généralement, de développer son entreprise en utilisant des technologies Industrie 4.0. Et le nouveau positionnement que nous prenons, c'est de continuer l'aventure, mais d'abord de parler de l'entreprise, du développement de l'entreprise. Alors dans la région, et ici à Lyon, il y a une initiative particulière qui est visible, mais pas encore complètement, qui s'appelle le Campus Région du Numérique. Alors ça va ouvrir en janvier, ça a été lancé par Laurent Wauquiez l'année dernière. De mémoire, une convention qu'ils avaient appelée Digital Summit, qui était en décembre ou en septembre l'année dernière, quelque chose comme ça. Et alors le bâtiment, parce qu'il y a une rénovation de bâtiment, a pris un tout petit peu de retard. Ça aurait dû ouvrir maintenant. Ça va ouvrir en janvier. Donc c'est un campus, comme indique le nom. Donc ça sous-entend formation, c'est un terme d'école, le campus. Donc il y aura 2000 élèves pour commencer. Il y a un certain nombre d'écoles d'ingénieurs qui sont actives. Donc il y a une partie éducative dans ce campus. Il y a une partie démonstrateur pour faire de l'expérience technologique. Il y a un investissement de plusieurs millions d'euros, une petite dizaine de millions d'euros, qui se fera progressivement en 2 ans, on va dire. Il y aura à peu près la moitié de l'investissement dès le début pour faire de l'expérience technologique. Et puis, il y a des entreprises, il y a les pôles de compétitivité, il y a l'espace numérique entreprise. Donc, il y a énormément d'acteurs, de sorte qu'on ait un lieu pour que l'écosystème de la région puisse travailler ensemble pour transformer l'entreprise. Donc voilà, donc je vous invite déjà dans ce premier slide, si ça vous intéresse, à nous recontacter pour participer à cette première session, appliquer la digitalisation à votre business. Dans le futur, à partir de janvier, évidemment, ce cours aura lieu dans le campus région. Tout de suite, on ne pouvait pas, parce que les bâtiments sont livrés au mois de novembre. Donc, on va le faire tout simplement dans nos locaux Siemens. L'idée, bien sûr, par contre, est de travailler en écosystème. Et donc, ce sera mieux scénarisé, disons, dans le campus région du numérique. Alors, je suis actif dans un consortium. Le système fonctionne en consortium. Donc, si vous êtes intéressé par le campus, je suis à votre disposition. Et nous allons ouvrir maintenant aux autres entreprises. Dernier mot sur ce campus. Même s'il y a des consortiums qui ont été sélectionnés dans un appel d'offres public, puisqu'on est région, donc il y a des règles. Voilà. On veut un système ouvert où tout le monde est le bienvenu. Ce n'est pas un lieu réservé aux à peu près 20 membres fondateurs côté entreprise. On va continuer à ouvrir et l'ouverture commence maintenant, de sorte qu'à l'inauguration, on ait déjà un écosystème d'entreprises digne de ce nom, pionnière dans l'industrie du futur. Voilà. Alors je vais parler quand même un tout petit peu, on va dire, technique IoT. La question qu'on pose finalement dans cette démarche, ce cours n'est qu'un support, ce qui est important, c'est la démarche, c'est en quoi vos données, en quoi la technologie, parce qu'il n'y a pas que les données, si tu fais de la fabrication additive, ce n'est pas que de la data, quoique, bien sûr, il y a aussi de la data, une fois que je fabrique en additif, en quoi la donnée, globalement, et les nouvelles technologies peuvent m'aider à transformer mon entreprise. Alors ici, le côté technique, c'est vraiment notre démarche IoT, puisque dans ce salon, on parle d'IoT. En fait, des données, on en a plein, on en regorge. Je vous ai indiqué, rien que nous Siemens, c'est bien sûr, nous avons beaucoup de confrères actifs dans le métier. Nous livrons tous les ans 10 milliards d'euros de matériel. Admettons que la durée de vie d'exploitation de notre matériel est à peu près de 15 ans. C'est ce que demande l'industrie, en tout cas. Ça veut dire qu'on a 150 milliards de bases installées. C'est une réalité, on fait du service là-dessus.
je vous confirme que c'est une réalité, quoi. Ça nous fait un business. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment je vais pouvoir extraire les données, parce que ces données sont très peu exploitées. Partiellement, hein, bien sûr, il y a des choses qui sont faites, mais on est très très loin d'une vision du futur, de comment d'exploiter toutes ces données. Alors la pensée qui a été appliquée très largement ces premières années de l'industrie du futur, de l'industrie 4.0, ça a été de dire je peux exploiter ces données pour productiviser ma production. Donc oui, c'est une réalité, ça existe, et nous avons plein d'usages avec un certain succès là-dessus, mais je dirais c'est une vision insuffisante par rapport à la démarche de l'industrie du futur. La question plus stratégique, c'est comment je peux transformer mon entreprise, comment je peux développer de la relation client. Alors à ce stade, je m'aperçois que j'ai oublié de le faire. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on parle de digitalisation avec un Z. Alors chacun le sait si on est un peu anglophone, ça c'est la traduction américaine, on va dire. Mais en fait, on a une définition chez Siemens, et qui est expliquée dans le cours, donc en primeur, je vous donne un petit truc du cours. Ce n'est pas notre définition, ce n'est pas américain ou anglais. Notre définition est la suivante, et je vais vous prendre 2 exemples pour illustrer. L'exemple classique qu'on prend, c'est la musique. Quand on a digitalisé avec un S la musique sur un CD, on est passé d'un format analogique à un format numérique. Mais à ce stade, on a vendu un disque noir contre un petit CD, et le business de la musique est resté comme avant. Lorsque des sociétés dans les pionniers, Spotify, Apple Music, Deezer, j'en passe, des meilleurs, vous les connaissez peut-être mieux que moi, quand les acteurs de la digitalisation avec un Z ont utilisé ce support pour transformer le commerce de la musique, désintermédier des acteurs, on est passé dans la digitalisation avec un Z. Alors les exemples qu'on prend classiquement, ils sont business to consumer, B2C, parce que les GAFA ont révolutionné notre économie dans une approche B2C. Évidemment, on s'inspire un peu de ce qui se passe avec les GAFA. Je dois tout de suite dire, on ne défend pas l'idéologie, les pratiques sur les taxes des GAFA, simplement on reconnaît qu'ils ont eu un impact économique. Ça nous plaît pas. Leur méthode nous plaît pas, mais ils ont un impact économique remarquable. Il y a un autre exemple que je voudrais vous prendre, puis ça se rapproche un peu plus de l'industrie. J'ai le plaisir d'avoir une voiture BMW, un peu récente, donc elle est connectée. Et puis, j'ai une apps, j'ai vu la connexion, j'ai joué avec différents trucs. Ce stade, c'est rigolo, mais pas une révolution. Et puis, j'arrive à la période de ma révision de voiture, et là, BMW m'appelle en me disant « Monsieur Devancet, vous arrivez à la période de révision, avez-vous pris rendez-vous avec un garage BMW ?» Et là, évidemment, comme je suis dans la culture digitalisation, avec un Z, là, je me fais « Ouah, ils ont changé la relation client. » Si jamais j'ai l'idée de ne pas aller chez BMW, ils ont essayé de me rattraper. Même si je veux aller chez BMW, ils me rendent service. Parce qu'en ligne, je dis oui, je vais à tel garage, que vous pouvez me prendre rendez-vous. Il me prend rendez-vous. Il me simplifie la vie. Donc, il m'apporte un avantage. Mais évidemment, chacun comprend qu'en faisant ce call, au moment où je dois faire ma révision, ils doivent améliorer leur business. Donc là, on est dans la digitalisation avec un Z. Avec une simple connexion, je change ma relation client. Grâce à ma relation client transformée, je fais du business. Et ça, c'est la clé de la démarche qu'on propose. Alors évidemment, encore une fois, on est business to consumer. Notre modèle, il est B2B, parce que dans l'industrie, on est plutôt B2B. On ne s'interdit pas d'aller dans du B2B2C. C'est d'ailleurs, on invite une usine à probablement livrer directement au consommateur si son marché est adapté à ça. Mais on est ouvert et plutôt structuré sur le B2B, notre méthodologie. Donc dans l'IoT, on a souvent imaginé que l'IoT, c'était des nouvelles entrées-sorties,
des nouveaux coupleurs. Et comme je l'ai dit, on a une masse de données dans les usines. Donc nous, notre première démarche, c'est de dire, on va aller chercher cette masse de données. On va peut-être rajouter quelques datas qu'on n'a pas. Donc je vais prendre un exemple. On a développé un capteur pour des gros moteurs pour mesurer la température et les vibrations d'un moteur. Ça vaut quelques centaines d'euros. Imaginez, vous avez un moteur 500 kW, bon, plutôt ces tailles-là, 1 MW qui vous remplit de fonctions dans vos entreprises. Ce moteur est ancien, je l'ai acheté il y a 10 ans, j'ai aucune data sur ce moteur. Bien, pour quelques euros, je rajoute un IoT, parce que là, je n'ai pas la data. Mais si sur ce même moteur, j'ai un variateur, bien sûr que j'ai tous ces éléments de coupe, de vibration, de température, etc. J'ai un certain nombre d'éléments déjà lisibles directement ou indirectement par des paramètres qui sont dans mon système d'automatisation. Alors j'ai essayé d'ébaucher, je regarde le temps pour rester dans une période de questions-réponses, j'ai essayé d'ébaucher l'enjeu et finalement cette masse de données. La réponse technologique que nous avons par rapport à ça, parce qu'on essaye d'intégrer la complexité. Si j'ai l'ambition de transformer votre entreprise, de la développer, d'augmenter son business, évidemment, je vais rentrer que dans des cas particuliers. Je n'ai pas la promesse de vous dire il existe un logiciel qui va vous assurer la transformation de votre entreprise. Évidemment, c'est faux. Il existe une démarche intellectuelle, il existe un challenge économique, il existe plein de choses, mais il n'y a pas de baguette magique. Pour intégrer la complexité, il faut intégrer des partenaires. Même si on est très gros chez Siemens, nous ne pouvons pas éditer tous les savoir-faire, puisque dans la démarche, vous avez compris, il y a un usage, il y a un sujet, il y a un métier, et tout ça, ça change tout. Donc après, on a imaginé, un peu comme Apple, oui, il y aura une apps pour régler le problème unique, peut-être faiblement générique, mais éventuellement unique, de ce client. Donc notre réponse technologique, c'est une... Ah oui, à chaque fois je me trompe de bouton. C'est une suite de plateformes, d'ailleurs je ne l'ai même pas toutes mises ici. Et le message que je veux vous passer, c'est en quoi effectivement on peut aider technologiquement, parce que l'expérience technologique reste importante aussi dans la transformation. Alors la première chose, c'est la cybersécurité. Rien ne peut se passer si je n'ai pas confiance dans la façon que je capte mes datas. Si j'ai peur, en transformant mon entreprise, de me la faire attaquer. Parce que c'est bien le problème de la cybersécurité. Donc évidemment, nous avons une démarche cybersécurité, et je parle de plateforme parce que c'est une myriade de solutions technologiques, avec des switches dits manageables qui vous permettent de surveiller ce qui se passe sur votre réseau, avec des produits certifiés par l'ANSSI, avec ce qu'on appelle un CERT, c'est-à-dire que vous vous connectez pour savoir quelles sont les attaques sur votre liste de matériel et logiciels pour recharger les parades qui sont offertes par les fournisseurs. Et ce CERT que nous offrons, il n'est pas limité à Siemens. Nous intégrons des tas d'attaques sur Microsoft et beaucoup d'autres éditeurs. Beaucoup de nos logiciels travaillent sur Microsoft, et pas que. Donc ça, c'est la première chose. Dans l'évolution technologique, il faudra absolument être cyber. Et pour certains acteurs, ils sont opérateurs d'importance vitale, donc c'est encore plus important et une obligation quasiment légale qui va se mettre en place. La deuxième chose, deuxième révolution technologique, c'est le cloud. Parce que se connecter, bon, c'est pas récent. Nous avons interconnecté des machines, des usines depuis longtemps, mais il y a une révolution technologique qui a eu lieu, que nous consommons tous les jours avec notre simple portable et bien d'autres appareils. Et bien sûr, Siemens a une offre industrielle, cloud, adaptée, complètement open. Vous choisissez votre cloud et c'est un des supports pour
connecter des apps. Je vous parlais de ce petit produit qu'on appelle Symotix pour capter des datas de moteur, même sur un vieux moteur. Sur nos nouveaux moteurs, c'est livré en standard. Eh bien, ce produit se connecte sur MindSphere, notre plateforme cloud. Cette plateforme, évidemment, elle utilise les grands clouds, donc Amazon, Microsoft Azure, etc. Donc vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Je peux me connecter directement sur Microsoft Azure, évidemment. Vous pouvez le faire, mais vous devrez avoir une équipe qui gère vos apps, qui les met à jour. Vous devrez mettre en œuvre les règles de cybersécurité, etc. Et notre plateforme, en fait, vous offre tout ça. Et elle vous offre un écosystème d'apps, avec des apps compatibles directement avec notre système. Donc, une des plateformes intéressantes pour faire avancer les choses. Alors, dans cette aventure, on a beaucoup travaillé sur le cloud. On a quand même vécu un petit problème, c'est la maturité du marché. Beaucoup d'usines ne veulent pas être connectées sur le web. Et on comprend. Il y a aussi une bonne raison, parce que comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de data dans l'usine, et je ne suis même pas capable d'exploiter mes data dans l'usine. Donc avant de me connecter sur le web, ce serait peut-être pas mal que j'exploite mes data dans l'usine. Donc première raison. Deuxième raison, et on est bien placé en tant qu'automaticien, certaines actions à faire dans l'usine sont relativement en temps réel. Je ne vais pas parler des vitesses des machines, etc. Mais si j'ai un opérateur sur une ligne de production, l'écran doit se mettre à jour en maximum 5 secondes et l'action, elle est à faire tout de suite. Avec le web, c'est pas sûr. On arrive toujours avec une certaine sécurité parce que comme on manipule de la matière dans l'industrie, il y a tout un tas de problématiques. Donc on est arrivé à un nouveau concept qu'on appelle Edge, où on va faire un peu la même idée de ce qu'on faisait avec le cloud, mais en local. Donc aussi un système ouvert, des apps. On a sorti un premier produit avec un partenaire. On montre aussi une révolution chez Siemens. Nous ne travaillons plus tout seuls. Le partenaire s'appelle BrainCube, c'est une société de la région qui est un des leaders dans les smart data. Et on a donc sorti la Edge Factory Box. Donc vous voyez la photo, c'est une petite box, un peu comme vous avez chez vous pour vous brancher sur Internet. Là, je vais me brancher sur les machines. Et pour 12 000 €, j'ai un certain nombre d'usages pour traiter mes datas. J'ai des vingtaines de solutions pour capter les datas, parce qu'une des complexités, c'est que c'est pas homogène, mon truc. J'ai acheté une machine d'une marque, une autre d'une marque, j'en ai une qui a 5 ans d'âge, une autre qui a 15 ans d'âge, une autre qui est toute neuve. Bon. Donc le fait de capter les datas, je vous le promets, c'est un petit sport. Dans certaines situations, si bien sûr je fais une nouvelle ligne, c'est l'enfance de l'art. Et donc on va dire dans 5 ans, dans 10 ans, la problématique de capter les datas n'existera pas. Mais pour l'instant, on a encore une petite difficulté. Donc tout ça, c'est réglé dans l'Edge Factory Box. C'est une première démarche. On vous demande 12 000 €. Si vous êtes une PME, avec l'ONE, il vous offre les 12 000 € la première année. Donc c'est du software as services. Après, il faut repayer un fee tous les ans. Mais vous pouvez expérimenter très facilement cette nouvelle technologie. Et donc ça, c'est notre première phase. On va continuer à développer le Edge en créant une infrastructure de gestion des apps et en intégrant le Edge directement dans des produits Siemens. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est un des grands axes de plateforme qui commence maintenant pour donner des dates. Donc le cloud, on a une solution qui existe depuis 4-5 ans. Le Edge a été en 2020, donc c'est une autre démarche un petit peu plus récente. Alors, j'ai dit un petit mot sur la fabrication additive. C'est très impactant, la fabrication additive dans l'industrie du futur. Très simplement, pourquoi? Parce que tout le monde conçoit un produit par une CAO. Nativement, la CAO pilote la machine. C'est-à-dire votre fichier de CAO, c'est le pilotage de la machine. Alors, bien sûr, il y a un logiciel de commande, mais on va dire que c'est natif. Bon, après, il y a tous les avantages de la fabrication additive sur la conception générative, sur des formes complexes qu'on peut faire. Bon, ça, c'est un métier. Mais si je parle de digital,
le rapport design-fabrication, il est immédiat. Et donc, on a créé une plateforme qui aide, quels que soient les matériaux, plastique, métal, différents métaux, qui aide l'industriel d'abord à designer sa pièce, à choisir ses matériaux. Et ensuite, on a une vingtaine d'usines en ligne. Donc, directement en ligne, on peut dire, tiens, ça y est, j'ai conçu. Ces prototypes, je veux une série d'1, 2, 3, 4, 5. Je vais sur une carte graphique, je choisis mon usine et je lui fais un request for quotation. Et en ligne, il me dit... alors, c'est amusant parce qu'on fait un request for quotation où on fixe le prix. C'est-à-dire qu'on dit, est-ce que tu es capable de me fabriquer ça à 5 000 €? Ben, il prend pas. Il peut répondre, non, moi, c'est 7. OK. Il y a une médiation, on va dire, commerciale. Et si c'est une pièce déjà connue, évidemment, le prix est fixé. Je dis à l'usine, une fois que je me suis mis d'accord sur le prix, c'est quand même une phase nécessaire, je dis à l'usine directement dans la plateforme, OK, lance-moi la production. Et vous avez ensuite un suivi de votre fabrication en ligne. Vous voyez l'état d'avancement. S'il y a un incident de fabrication, vous voyez les conséquences sur votre délai, etc. Tout ça en ligne. Donc ça, c'est une nouvelle plateforme, c'est une nouvelle démarche. Bon, ça reste, on va dire, un petit monde, la fabrication additive, mais c'est intéressant parce que ça montre comment l'industrie du futur va se mettre en place. Et là, on a une plateforme web, etc. Alors, encore plus récemment, les produits là, sont sur le salon. Bon, une bonne partie des démos, nous sommes sur le stand, je me souviens plus... notre stand ici, c'est Cornelias, quel numéro? E130. Donc, bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur les technos, s'il vous plaît, passez sur notre stand, on vous montrera un certain nombre de choses ici. On a eu une autre idée, c'est de rénover notre supervision. Et on a vécu dans ces premières années que la supervision était souvent dans le cahier des charges de nos grands comptes pour améliorer cette saisie de data dont je vous parlais et l'échange des data avec différents systèmes informatiques. On a le plaisir, en référence, d'avoir été choisi par Michelin dans la région structurant, on va dire. Et Michelin a nommé, enfin, dans leur terminologie, vous connaissez peut-être le système pyramidal de l'automatisme. Donc, en automatisme, on est en niveau 1. Et ils ont considéré que la supervision passait en niveau 1,5 pour régler un certain nombre de problèmes informatiques. Donc on a une nouvelle plateforme, elle s'appelle WinCC Unified. Elle est complètement basée sur des technologies web modernes. Bon, un peu de jargon, excusez-moi. SVG, c'est-à-dire qu'on est vectoriel et le graphisme suit n'importe quel écran. Et puis HTML5, on va dire, bon, bah, on est multiplateforme. Vous passez d'une tablette à un téléphone, iPad, Android, peu importe. Apple et Android. Et pour la première fois, c'est la première plateforme. Par rapport à ce que je dis dans le Edge, elle est Edge natif. Ce qui veut dire que si j'ai un expert de la sidérurgie qui m'a fait une apps intelligente pour régler je ne sais pas quel problème dans la sidérurgie, cette apps, elle est chargeable dans mon superviseur. Elle est même chargeable, parce que c'est l'autre avantage de cette nouvelle plateforme. En pied machine, vous avez toujours une petite interface opérateur pour démarrer la machine, faire des fonctions de base. Donc on a fait une autre évolution dans cette plateforme. Le logiciel pied machine est le même que le superviseur. Donc en pied machine, vous pouvez absorber une apps qui va vous gérer un ordre de fabrication, qui va vous gérer un problème qualité spécifique à votre métier. C'est-à-dire qu'on ouvre aussi une idée, c'est je suis un fabricant, j'achète des équipements, j'achète des machines. J'achète souvent des machines standards parce que ça coûte plus cher de les faire customiser. Je fais une réception avec mon constructeur de machines telle qu'elle est. Je lui demande de m'assurer une garantie pendant plusieurs années. C'est souvent 2 ans maintenant. Tout ça, c'est normal. Mais une fois que j'ai ça, il faut quand même que je la customise à mon métier. Alors, j'ai peut-être réglé 2-3 problèmes au début parce que je lui ai fait modifier dans mon contrat sa machine. Mais la production que je ne fais pas encore, qui va arriver l'année prochaine, et qui me demandera de modifier mon usage, je ne peux pas l'intégrer, quoi. C'est difficile. Donc, avec le Edge, vous allez pouvoir customiser l'usage d'un équipement avec votre propre savoir-faire, tout en gardant la garantie du constructeur de machines, ce qu'on a créé en
en fait un système d'exploitation qui garantit la non-régression de l'équipement que vous avez acheté tout en rajoutant des fonctions. Voilà, donc ça c'est une plateforme importante pour nous, pied-machine, supervision, complètement open informatique, bon, des langages de script modernes, enfin j'en passe, elle est montrée ici, je vous invite à aller la voir. Pour finir ma présentation technologique, comme ça il restera un petit peu de temps pour échanger, parce que comme d'habitude je suis bavard et personne n'est intervenu. Finalement, la valeur dans mon histoire, c'est quand même l'apps. On est très fiers chez Siemens de nos plateformes, on pense qu'on est super bon, mais c'est pas révolutionnaire. C'est mieux, c'est plus ouvert, c'est moins cher. Point très très important, il y a un downsizing des prix informatiques, mais c'est pas ça qui va apporter une valeur nouvelle dans votre métier. Il faut être honnête avec ça. La nouvelle valeur dans votre métier, elle est dans l'apps. Évidemment, l'apps, elle a un coût. Et donc, c'est stratégique tout ça. Et donc, on a une nouvelle plateforme qui s'appelle Mendix et qui est faite pour générer. Alors, la terminologie, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, elle s'appelle low code, no code, c'est-à-dire très peu de code. Donc, la promesse de cette plateforme, c'est si vous l'utilisez, vous allez développer une app avec 10 fois plus vite. Donc, c'est très important dans le time to market, la vitesse quand même, et avec 7 fois moins de ressources informatiques. Évidemment, il y a un coût logiciel, il faut payer notre plateforme. Donc, vous avez de la vitesse. Et le fait qu'il y ait moins d'informaticiens, c'est très important. Non pas que je n'aime pas les informaticiens, mais je suis en train de le vivre dans l'entreprise, qu'évidemment, on utilise nous-mêmes ces plateformes. C'est que celui qui a le savoir, bon, moi je dirige une équipe de vente et de support technique, donc je ne vais pas tourner une usine personnellement, donc mon savoir, on va dire, c'est mon marché, comment fonctionne mon marché, mes équipes de vente, mes ressources techniques, comment j'adapte ça à la réalité. Rien que pour piloter tout ça, hein, puisque bon, y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup d'acteurs dans les usines, il y a beaucoup de fournisseurs, donc il y a un écosystème complexe, j'ai une force de vente assez grande, j'ai des distributeurs, enfin tout ça c'est complexe. Donc on a décidé, nous, d'utiliser Mendix pour désintermédier des actions pour sortir des nouveaux produits, pour promouvoir de nouveaux produits, pour les désintermédier auprès de notre force de vente, donc avec des vidéos, des supports documentaires, un contact direct sur l'expert, enfin différentes pratiques web. Et non seulement on va donner ça à nos vendeurs, mais on va donner ça à nos distributeurs, et puis on va mettre ça sur le marché à tout le monde, puisque c'est une appli web. Et pour finir, on aura quelques pratiques, on va dire, plus internes, qui en gros vont nous permettre d'économiser de tête, de productiviser par des intermédiations de tête. Alors, je suis dans un grand groupe, on a plus de 1000 plateformes web. Bon, quelque part, on sait faire ça à l'ancienne. Sauf que justement, comme on a 1000 plateformes web, vous imaginez que le corporate a dit, vous arrêtez dans les pays de faire des plateformes web, on n'en peut plus. Ça nous coûte une fortune, donc maintenant c'est le corporate qui fait les plateformes web. Même si en France on est un pays important, quand vous êtes dans un groupe international, influencer le corporate pour vous faire la plateforme web dont vous rêvez, je vous assure, c'est un sport. Là, on est arrivé dans une situation, parce que c'est 10 fois plus vite, 7 fois moins de ressources informatiques, où notre headquarter nous a dit, mais faites ce que vous voulez. Vous avez besoin d'une plateforme web qui n'est pas à mon catalogue. On a vérifié avec eux. Je n'ai pas prévu de sortir ce genre d'outil dans les 2 ans. Donc, je vous libère de pouvoir le faire si vous pensez que c'est bon pour votre marché. Et ça, c'est la révolution. J'en reviens au business développement. Parce que c'est plus facile, parce que c'est plus rapide. Alors, c'est l'histoire Siemens dans un groupe corporate. Si je suis une PME, bon, c'est un peu une autre histoire. Mais la vitesse, ça concerne tout le monde. L'engagement d'experts informatiques, ça concerne tout le monde. Donc c'est très important et ça boucle un peu l'histoire, même si ce n'est pas suffisant, et on a d'autres plateformes, de dire, voilà, on a un certain nombre d'outils pour transformer votre entreprise. Alors, quand on est sur une plateforme web, pour finir, ça peut être de la relation interne ou de la relation client, partenaire ou client. C'est ce que nous, on va faire. Mais pour boucler l'histoire, bien sûr, comme j'ai des apps, je peux encapsuler en 2 clics
cette application dans MindSphere pour la connecter à mes usines ou dans le Edge. C'est-à-dire si j'ai besoin dans mon application web de me connecter un équipement à une usine pour vérifier je ne sais pas quel usage, c'est complètement prévu évidemment dans notre système. Et si mon apps, c'est plutôt d'augmenter la productivité de mon équipe, là la connectivité va être très très rapidement indispensable. Tout ça est prévu bien sûr dans notre scénario. Donc vous voyez, évidemment l'aventure continue, on a d'autres plateformes. Il y a un point que je ne vais pas vous présenter, mais je vous en dis un mot, c'est une annonce de cet été, donc je n'ai pas les éléments commerciaux. Mais nous avons depuis longtemps une base de données qui s'appelle Teamcenter, qui est leader mondial dans les bases de données de CAO. Donc quand vous concevez un produit, vous avez de l'image, vous avez de la data. Il y a un marché de bases de données pour gérer historiquement la CAO, puis c'est ce qu'on a appelé le PLM, le Product Life Management. Donc c'est data d'engineering qui décrivent un produit ou c'est data qui décrivent vos machines, etc. On vient de passer un accord avec SAP pour que cette base de données soit connectée à l'ERP et même commercialisée aussi par SAP. Donc c'est notre plateforme. Là, on est plutôt dans des usages, on va dire, de type MES. Gérer un ordre de fabrication dans l'usine, évidemment. Nos outils, par exemple la supervision, se connectent à Teamcenter. C'est-à-dire que nos plateformes, on est obligé d'avoir plusieurs plateformes, on ne peut pas avoir un logiciel qui fait tout, mais nos plateformes, on en assure bien sûr l'interopérabilité. Donc voilà, je voulais vous donner un petit feeling aujourd'hui du challenge, des enjeux, de cette opportunité que le campus du numérique est un événement très important. On aime bien les millions chez Siemens. La région a prévu un budget d'investissement de 100 millions d'euros. Là aussi, première phase, c'est à peu près la moitié qui doit être dépensée, mais je laisserai la région s'exprimer. Et jusqu'en 2025, il y a un complément d'investissement, puisque le campus va passer de 2000 élèves à 5000 élèves. Donc rien que les bâtiments, bien sûr, on espère que la coopération entreprise va augmenter aussi. Donc il y a un nouvel espace. Cet espace fédérera aussi, parce que d'initiatives collaboratives, il y en a eu d'autres. Il y a le Hall 32, il y a la ruche industrielle. Enfin, il y a déjà beaucoup de plateformes qui existent, au CETIM, à l'École des mines de Saint-Étienne. Enfin bon, j'en passe, c'est les meilleurs, je ne les ai pas tous en tête. Évidemment, comme on est dans un outil collaboratif ouvert, l'ambition de la région, c'est d'interconnecter, de faire collaborer l'ensemble des plateformes qui existent déjà, aussi avec le campus du numérique, qui n'est pas là pour s'opposer à ce qui existe, mais au contraire augmenter l'usage. Et ce qui est, je pense, plus nouveau, avoir un système ouvert collaboratif contre parfois un système qui était un peu fermé sur les membres fondateurs, ou même s'ils ne voulaient pas le fermer, ils ont mis l'énergie qui est nécessaire pour créer un écosystème. Donc voilà, je vous laisse la parole, j'espère qu'il y a des questions. Allez-y. Oui. Non. Non, elle va consommer d'ailleurs certains outils que nous avons déjà, des outils documentaires. En fait, bon, ce qu'on essaye de faire, nous, bon, c'est un cas particulier, mais comme tout le monde, on a déjà une informatique en place, quoi. Le problème, c'est quand je veux donner accès à un vendeur ou à un client, il faut quand même scénariser tout ça, quoi. Donc, par exemple, je prends un exemple, on a une base documentaire de tous nos produits. Avec là, c'est pour les vendeurs, le premier niveau d'introduction, la plaquette, la présentation un peu avancée, etc. Dans cette base documentaire, par contre, on ne va pas jusqu'à la doc technique. Alors, on a une autre base documentaire qui est la doc technique. On a des marketeurs en France, c'est une autre base documentaire où le marketeur français, parce que les deux premières, elles sont mondiales, hein. On a une autre base où le marketeur français explique comment on va utiliser ce produit. Donc bref, à la fin, pour savoir ce qu'il faut faire, il faut aller sur 10 plateformes.
Et un certain nombre des plateformes ne sont pas accessibles aux clients. Elles sont accessibles qu'en interne. Donc notre apps, elle va libérer ça. Elle va faire du focus sur les nouveautés. Parce que dans ma base documentaire, à part, il y a des dates de documents, mais à part les dates, je vois bien ce qui est nouveau de ce qui est ancien. Puis dans ce qui est nouveau, c'est peut-être une petite mise à jour d'un vieux produit. Voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas d'information qui me guide. Dans la plateforme web qu'on va faire, on va faire un focus sur les nouveautés parce que je m'adresse en premier lieu à mes vendeurs et mes partenaires, mais je m'adresse à mes clients aussi en me disant peut-être que les nouveautés, ça les intéresse, si je veux être up-to-date, etc. Donc on va organiser l'information avec cette apps et consommer un certain nombre d'outils qui existaient chez nous. Bon, évidemment, c'est un cas particulier. Et c'est vraiment le monde dans lequel on veut vous amener, c'est de dire, vous avez une informatique forcément, hein, plus ou moins avancée, mais vous en avez une. Mais cette informatique ne vous permet peut-être pas l'usage que vous souhaitez. Donc le rôle de l'app, c'est ça. C'est d'atteindre un usage par rapport à un objectif précis et, si possible, d'aller jusqu'à l'ambition d'entraîner mon marché, de changer ma relation client. Dans certains cas, la productivité est très importante. Hein, je ne botte pas en touche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des apps pour gagner 5%, 2% de production dans mon usine. Mais vous comprenez que si vous êtes sur un business model un peu en bout de course, si votre marché est en train de se transformer, ça ne suffira pas de produire toujours mieux. Il faut aussi ouvrir un nouveau marché. Et en période post-Covid, bon, je n'ai pas de boule de cristal, on a tous compris qu'il y a des changements qui allaient se passer, quoi. Donc cette agilité, elle est importante pour nous tous. Voilà, donc l'apps, c'est toujours un cas particulier, ça ne se substitue à rien, ça me libère sur une chose que je n'ai pas pu faire. Si j'ai déjà pu le régler avec mon CRM ou avec mon ERP ou avec je ne sais pas quoi, pas besoin d'apps, quoi. Oui. Ah ben c'est eux qui la gèrent. Hein. C'est eux qui gèrent l'apps, donc à eux, justement c'est ça qui change. C'est-à-dire, je dirais avant, c'était le marketing mondial qui gérait l'apps. Je ne vais pas dire qu'en France et en Allemagne on est différent, parce que ça se passe beaucoup en Allemagne, pour nous. Je ne vais pas avoir l'audace de dire qu'on est différent, mais quand même on a des différences. Par exemple, je vous prends un exemple, sur certains produits, on vend par 50% au travers de distributeurs. Eux, ils vendent 95% en direct. C'est pas pareil. On n'est pas plus intelligents, ils ne sont pas plus intelligents, c'est comme ça, c'est l'histoire de mon marché. Donc, si je suis marketeur, évidemment, la plateforme allemande, elle n'a rien prévu pour mes distributeurs. Ils n'en ont pas besoin. C'est logique. Et je n'ai pas l'influence, que c'est des questions d'influence, je n'ai pas assez d'influence sur mon headquarter pour lui dire, mais bon sang, mets-moi un truc pour les distributeurs. Donc là, si vous voulez, on est juste libéré pour l'équipe marketing française de faire ce qu'elle a à faire. Indépendamment de ce que fait le corporate. Quand je dis indépendamment, en consommant tout ce qu'a fait le corporate. Tout ce qu'ils ont fait de bon, on le consomme. Je vous prends un exemple, cette base documentaire de tout ce qu'il faut savoir sur un produit pour mes vendeurs, je ne vais pas la réinventer. Hein. C'est du boulot, c'est une très très grosse tâche, quoi. Donc je vais consommer tout ce qui existe et juste scénariser comme il faut. Effectivement, ce sont des marketeurs qui portent. Et c'est ça la révolution. C'est celui qui sait et qui a la responsabilité qui fait. Et la technique, le coût de la technique qui nous bloquait finalement, parce que pourquoi le corporate nous a interdit de le faire, c'est parce que ça coûte un bras à faire et ça coûte un bras à entretenir. Là, comme je suis en no-code ou low-code, ça coûte presque rien à faire et presque rien à entretenir, mais je dois payer une licence. Ça change la philosophie et ça permet aux sachants, alors si je traduis ça en production, ça veut dire que le responsable de la ligne, ça veut dire que le responsable de l'usine, c'est lui qui décide ce dont il a besoin. Et il peut le faire vite à un coût raisonnable parce que la technologie supporte ça. Oui. Alors oui, bien sûr, il y a des apps. Bon, par exemple, la H Factory Box a une trentaine d'apps
standard hein, pour faire de la communication et différents usages. Donc oui, nous avons un catalogue d'apps, bien sûr. Oui, j'en ai pris une sur le moteur. Donc on a une app pour surveiller la durée de vie d'un moteur, faire du prédictif. Donc ça, c'est MindSphere. On a des apps pour surveiller un parc de machines-outils. Côté BrainCube, on est dans du pilotage de ligne, donc vous n'avez pas de superviseur. On a une app pour remonter une alarme dans une montre. On est HTML5 ou enfin, n'importe quel support informatique. Et avec maintenant WinCC Unified dans une interface opérateur, quoique l'interface opérateur, on va dire probablement qu'elle sait le faire. On a une autre app qui fait une photographie de data avant une alarme, c'est-à-dire en automatique ou en manuel. Vous dites, j'ai un incident, je voudrais voir un paquet de données 5 minutes avant, 30 secondes avant, 10 secondes avant. On a une autre app qui vous permet de faire un tableau de bord de votre ligne. On a une app TRS, etc. Bon. Donc on a un catalogue d'apps fourni et qui va grandir, mais on est dans la reconnaissance que ce n'est pas suffisant. Parce que je ne peux pas, même en tant que très grand éditeur Siemens, faire l'apps de la plasturgie, ouais, mais pas n'importe quelle plasturgie, ce plastique, ce machin, l'apps de la fabrication additive de tel bazar, l'apps de la fabrication de chaussures de sport, par exemple, parce que je dis ça, parce qu'avec le campus du numérique, et sous l'initiative de Siemens, on a réussi à relocaliser une usine de chaussures de sport dans la région. La pose de la première pierre est le 17 septembre et l'usine tournera en juin l'année prochaine. Donc on est dans l'histoire que je vous raconte. On peut pas, même en éditeur important, régler tous les problèmes. Donc notre vision, c'est de libérer les énergies sur ceux qui savent. Vous êtes un expert de tel métier. Moi, je suis un automaticien expert, mais je ne peux pas être expert de votre métier. J'ai des plateformes logicielles, je suis expert de mes plateformes logicielles, mais l'expertise de votre métier, elle est chez vous, elle est chez votre sous-traitant, elle est chez votre consultant, elle est dans un écosystème que je ne peux pas maîtriser et ce serait prétentieux de le faire. Donc plutôt que d'essayer de maîtriser, on essaye de libérer les énergies pour arriver à une démarche cohérente. Bon, les standards, c'est toujours après la bataille. Donc, alors, il y a des standards, il y a des clouds, il y a des modes de communication, un certain nombre de standards. Nous, c'est pour ça qu'on parle de plateforme. Ce qu'on essaye de faire, c'est de fédérer des écosystèmes dans des plateformes. Si on devient dominant sur le marché, on pourra peut-être influencer un standard, mais les standards arrivent toujours dans la maturité du marché. Aujourd'hui, on n'est pas là. On est dans l'innovation, créer l'événement, faire vite. Donc, qui dit standard dit faire lentement. Je peux vous le dire. Il faut se mettre d'accord dans des commissions européennes et dans des commissions mondiales, etc. Donc oui, il y aura sûrement des standards sur le edge, sur les écosystèmes industriels du cloud, etc., la cybersécurité. Il y aura des nouveaux standards. Évidemment, un groupe comme Siemens influencera et suivra les standards. Mais c'est vrai qu'à ce stade, bon, il y a des standards. Hein. Quand vous êtes certifié sur la cybersécurité, vous passez par un standard français qui va probablement devenir un standard européen, etc. Mais on est au-delà des standards à ce stade, on est dans l'innovation et on espère effectivement qu'on aura assez d'impact sur le marché pour devenir ne serait-ce qu'un standard de fait. C'est-à-dire si beaucoup consomment, ça devient un standard de fait, et c'est souvent comme ça que les standards, d'ailleurs, s'imposent. Mais bon, pour être franc, on n'est pas là, malheureusement. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on a légèrement dépassé le temps d'intervention. Donc, je vous remercie infiniment de votre écoute, de vos questions, de votre patience, et je vous souhaite un bon appétit, parce que c'est à peu près dans le timing. Bonne journée, au revoir.